Alors je voudrais revenir maintenant sur la conclusion du texte de Platon, avec cette irréconciliabilité entre deux genres de vie, le genre de vie où on se livre sans frein à ses désirs et le genre de vie où on les maîtrise. Ces deux genres de vie, ces deux, en quelque sorte, évidences morales, ces deux intuitions morales de ce que l'on doit faire, de la manière dont on doit vivre, nous semblent opposés. Il nous semble opposé, et ce qui m'intéresserait de faire dans cette courte vidéo, c'est d'étudier ces intuitions, et voir à quel point elles sont vraiment intuitives, et peut-être quel serait le type d'intuition qu'on a généralement. Et alors pour cela, on va se mettre là aussi, on va créer des sortes d'intuitions, d'expériences de pensée, qui font appel à, justement, ce type d'intuition morale. Alors revenons à ça, à ce point-là. Donc ces deux manières de vivre, le genre de vie 1 ou le genre de vie 2, le genre de vie où l'on se livre sans frein à ses désirs et le genre de vie où on les maîtrise, étaient irréconciliables parce que l'une était mortifère pour celui qui prenait l'autre genre de vie. Elles nous semblent opposées. Pourquoi ? Parce que le genre de vie 1, c'est le genre de vie qu'on appelle hédoniste, qui repose sur la satisfaction des plaisirs. Ce genre de vie hédoniste repose sur une intuition de départ, sur une prémisse morale de départ, qui est celle-ci: tout le monde cherche ce qui est agréable et fuit ce qui est désagréable. Je le rappelle au passage, mais c'était le soubassement de l'expérience de mon oncle d'Amérique et du texte L'éloge de la fuite d'Henri Laborie, que nous avions vu dans la première partie de ce chapitre-là. Donc c'est un soubassement hédoniste, peut-être pas si moral que cela, formulé ainsi. Le genre de vie 2 est ce qu'on appelle le genre de vie vertueux, qui fait partie des théories de la vertu. Ce genre de vie repose sur la maîtrise de soi et a pour intuition de départ l'idée suivante: tout le monde cherche à être quelqu'un de bien. Alors ces deux intuitions, ces deux prémices sont pas si... ces deux grandes prémices, ces deux grandes idées, ces deux évidences produisent cet affrontement de deux genres de vie entre Calliclès et Socrate. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en les formulant comme ça, on n'est pas vraiment dans une contradiction stricte. Donc on va y venir. Je voudrais faire deux remarques. La première remarque, c'est que non seulement ces intuitions sont acceptables, première remarque, mais elles ne sont pas suffisantes à elles seules pour justifier nos comportements moraux. Ça, c'est la première chose que je voudrais montrer, c'est que, je peux le redire, c'est que nous comportons d'une certaine manière en bien ou en mal, pas seulement parce qu'on cherche le plaisir et qu'on fuit le désagréable ou parce qu'on veut devenir quelqu'un de bien. Ces deux genres, nos vies ne reposent pas essentiellement sur ces deux prémices-là. Ça va être le premier point. Et pour examiner ces deux intuitions morales et montrer qu'elles ne sont pas suffisantes, même si elles peuvent être acceptables, on va faire un peu comme Platon, on va confronter ces deux intuitions à une expérience de pensée et nous faire voir que il y a peut-être plus que cela comme facteur qui rentre en jeu dans nos décisions morales. Alors ça va être quelque chose qu'on va faire au fur et à mesure dans tout le cours. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué et on va même voir que peut-être la plupart de nos raisonnements moraux ne reposent pas forcément sur un schéma de désir, d'accord, avec une fin et des moyens. Ça on va y revenir, ça va être un point fondamental, c'est un peu la chose que je voudrais démontrer ici dans tout ce chapitre. Alors pour examiner ces deux intuitions, on va recourir à la machine à expérience. Alors la machine à expérience est une expérience de pensée qu'a inventée Robert Nozick. Alors il dit ceci: supposez, alors l'idée c'est que vous la fassiez aussi de votre côté, supposez qu'il existe une machine qui puisse vous faire vivre toutes les formes d'expérience que vous souhaitez. Des neuropsychologues géniaux seraient capables de stimuler votre cerveau de telle sorte que vous pourriez croire et ressentir que vous êtes en train de faire tout ce qui correspond à vos désirs. Ça ressemble au cerveau dans une cuve. Mais en fait, vous seriez en permanence dans la machine avec des électrodes branchés sur le crâne. C'est vous qui fixeriez le programme des expériences que vous souhaiteriez avoir pour 2 ans environ, 2 ans, disons. Ensuite, vous auriez quelques heures hors de la machine pour choisir le programme des 2 années suivantes.
Bien entendu, une fois dans la machine, vous ne sauriez pas que vous y êtes. Vous penseriez que tout arrive vraiment. Question, vous brancheriez-vous? Ce qui serait intéressant, c'est que vous posiez la question autour de vous. Refaites cette expérience, reformulez-la tout autour de vous et faites un sondage. Alors, évidemment, comme toute expérience de pensée, ne vous arrêtez pas à des problèmes mineurs, ne la modifiez pas. Prenez telle qu'elle est, puisqu'elle a été formulée comme ça par Nozick. Sachez qu'elle a été aussi mise en place dans des expériences de pensée, des expériences philosophiques, on appelle ça la XPhi. La philosophie expérimentale, elle a posé à un certain nombre d'étudiants et a amené des résultats. Alors, ne vous arrêtez pas à des problèmes mineurs, comme celui de savoir qui fera marcher les machines si tout le monde se branchait. Donc, mais essayez de savoir si vous vous brancheriez à nouveau. D'accord? Je vous laisse le temps de répondre pendant un certain temps. Bon, j'espère que vous avez une réponse. Maintenant, en classe, nous ferons un sondage. Comme ça, nous aurons les chiffres pour la classe et c'est beaucoup plus amusant que tout seul. Mais vous pouvez faites le tour, vous allez voir, vous aurez des chiffres assez rigolos. Alors, cette expérience de pensée a été utilisée pour démontrer que les conceptions hédonistes, au départ, c'était l'objectif de Nozick, c'était pour dire qu'elles n'étaient pas évidentes, que ce n'était pas aussi intuitif, que tout le monde n'avait pas cette intuition-là. Pour une raison simple, c'est que tout le monde ne voulait pas rentrer dans la machine. Parce que pour les hédonistes, ce qui compte, c'est d'avoir des expériences agréables. Ou plus largement, des expériences qui correspondent à nos préférences. Donc, ce qu'on appelle les paradis artificiels, c'est exactement ce que met en place ici l'expérience de pensée. On choisit le paradis artificiel. Et pour un hédoniste, les paradis artificiels sont aussi valables moralement que les naturels. Et la perte de soi n'a rien d'immoral. Le fait de ne plus se contrôler, de ne plus être soi, etc., ou ne plus être quelqu'un de particulier, c'est quelque chose qui n'a pas plus d'importance que le fait de vivre vraiment. Donc, si les hédonistes ont raison, si Caliclès a raison, si les gens qui cherchent à vivre de plaisir, alors tout le monde serait tenté de se brancher sur la machine d'expérience. Or, vous pouvez le voir autour de vous, les chiffres, etc. Et même nous, quand on fera l'expérience en classe, ou que nous avons fait l'expérience en classe, nous avons vu et nous verrons que tout le monde ne se branche pas. Alors, selon Robert Nozick, l'inventeur de cette expérience de pensée, nous, les humains, ne serons pas tentés de nous brancher sur la machine d'expérience. Globalement. Alors, j'ai plus les chiffres précisément de Nozick. Nozick n'avait pas fait l'expérience, mais il faut savoir qu'elle a été faite plusieurs fois et on voit que c'est pas aussi simple. Alors, elle a été l'expérimentation a été faite, a été un peu modifiée au fur et à mesure, mais peu importe. Donc, nous, c'est pas tellement les chiffres qui nous intéressent, c'est de voir que c'est pas si probant que l'on est des hédonistes. Alors, il avance une intuition, en quelque sorte, qui va contre l'intuition hédoniste, que nous pourrions avoir, mais qui ici n'est pas majoritaire. Et celle-ci, c'est nous voulons être un certain genre de personne et non un objet indéterminé sur lequel on branche des électrodes. On ne veut pas être un bout de chair sur lequel on produit des expériences, mais être quelqu'un qui vit des expériences, d'accord? Certain genre de personne. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, c'est exactement ce que l'intuition morale que mobilisent Socrate et Platon, c'est-à-dire être quelqu'un. N'être pas n'importe qui, et donc on revient à cette première intuition d'être justement quelqu'un de bien, pas n'importe qui. Alors, supposons que son hypothèse soit correcte. Supposons que, 100% des répondants refusent de se brancher. D'accord ? Imaginons. Sauf que, même là, ce refus général ne prouve pas que l'hypothèse hédoniste soit fausse. Ce qui se passe, c'est que ça se présente comme ça. Si H, alors I, or I, donc H est vrai.
reprenons, on peut transformer les termes. Si H alors I, donc si l'hypothèse est vraie, l'hypothèse de Nozick est vraie, que c'est l'intuition d'être quelqu'un de bien, alors tout le monde se branche. Or, imaginons, tout le monde se branche. Donc, l'hypothèse est vraie. Sachez que ça, c'est un raisonnement qui ne marche pas. C'est l'affirmation du conséquent, qui est un paralogisme. Ce n'est pas parce que voilà, si vous êtes en terminale, alors vous avez de la philosophie. Vous êtes en terminale générale, donc vous avez de la philosophie. Alors vous avez de la philosophie. Or, vous avez de la philosophie, donc vous êtes en terminale générale. Ce n'est pas un raisonnement qui tient, vous voyez, puisqu'on peut penser qu'il y a des gens qui sont en terminale technologique qui ont aussi de la philosophie. Donc c'est un raisonnement qui n'est pas probant. On peut supposer, justement, que ce refus a pour origine autre chose que simplement suivre l'hypothèse d'être quelqu'un de bien. On peut avoir justement très peur d'avoir des électrodes branchées dans le corps, ou avoir peur que quelqu'un fasse quelque chose de mon corps que j'avais pas prévu, etc. Vous voyez, donc il peut y avoir d'autres craintes qui ne sont pas du tout liées au fait de vouloir être quelqu'un ou de ne pas être simplement un moyen en vue de quelque chose. Vous voyez, la première hypothèse. D'accord ? C'est et ce qui est très intéressant, c'est que là vous avez quelque chose qui est ici le refus du désagréable. Donc ça veut dire que l'hypothèse hédoniste n'est pas totalement rejetée dans ce cas, d'accord ? Refus du désagréable. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est pour vous dire que l'expérience n'est pas si probante que ça, et surtout met en évidence le fait, ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas du tout opposés par principe à une machine à expérience. Le fait de ne pas être opposé par principe nous révèle une chose, c'est que ce n'est pas pour cela que c'est que ces deux intuitions ne sont pas universelles. Et que ça permet de dire une chose très importante, c'est que c'est la deuxième remarque que j'ai déjà dit au début, c'est que ce soit la première intuition, tout le monde cherche ce qui est agréable et fuit ce qui est désagréable, tout le monde cherche à être quelqu'un de bien, ces deux intuitions ne sont pas irréconciliables. La preuve, on le voit avec cette expérience, c'est qu'elles peuvent tout à fait aller dans le même sens et faire que c'est le même geste qui est fait et qui peut être expliqué avec la première intuition en suivant également la deuxième. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que de les opposer. Donc on peut construire une théorie qui permet un rapport au désir qui n'est ni celui de Socrate ni celui de Calliclès et qui ne repose pas sur ces deux prémices opposées qui finalement dans les faits peuvent être tout à fait mises ensemble. Et ça, on va trouver cette théorie dans l'œuvre d'un philosophe que l'on a déjà rencontré, qui est Descartes. Et nous verrons ça dans la prochaine vidéo.